Léonard Ardev et je travaille sur l'anticipation et la prospective sur des sujets variés comme l'agroécologie dont on va parler aujourd'hui. Marie-Delatte Gasquet, je suis également chercheuse à l'UMR Ardev et au CIRAD. Et donc, on va vous présenter un projet qui a été lancé par la FAO et financé par la GIZ et le CIRAD et le maître d'œuvre sur les prospectives sur la transformation des systèmes alimentaires par l'agroécologie. Donc, ce projet, il est une composante générale et des composantes par pays. Dans les composantes générales, il y a une partie sur quelles leçons en tirer pour l'action, pour l'agroécologie. Et puis, il y avait une partie également, qu'on ne vous présentera pas, qui est quelles leçons pour la prospective. Mais ça me semblait que ça vous concernait moins. Donc, ce projet, donc cette composante générale, on a fait une revue des prospectives sur les transformations des systèmes agroalimentaires par l'agroécologie. Deux études pays, une en fait en Inde, en Andhra Pradesh, pilotée par Bruno Dorin du CIRAD, et l'autre qui est au Sénégal, où là, ce sont vraiment des exercices de prospective dans les pays, dans les territoires, sur la transformation du système alimentaire. L'ami Fredo. Michel. Le Sénégal est piloté par Rémi Prudhomme. L'idée, c'est qu'en fait, on a l'impression que les décideurs ne peuvent pas prendre de véritables décisions parce qu'on leur présente toujours la même chose. Et donc, par les prospectives, on essaye d'élargir le champ des possibles et de proposer de nouvelles options que celles que l'on propose d'habitude. On va faire d'abord un peu une revue de quelques concepts pour qu'on soit à peu près tous d'accord. Donc, la prospective, qu'est-ce que c'est? La prospective, c'est une combinaison de trois choses. C'est une combinaison d'un travail anticipatif, c'est vraiment se dire qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'avenir, avec une approche systémique et multidisciplinaire pour imaginer des futurs possibles. Une seconde chose, c'est l'appropriation, donc ce travail collectif doit être approprié pour conduire à l'action. Et une prospective qui ne conduirait pas à l'action, qui serait juste un exercice d'anticipation, bon, bah, c'est quelque chose d'intellectuellement passionnant, mais pas vraiment utile. Donc là, vraiment, la prospective, c'est la combinaison de ces trois choses, anticipation, appropriation, action, pour essayer de changer les processus, changer nos attitudes, ouvrir les fenêtres. Donc vraiment aller regarder autre part que ce qu'on voit tout le temps. Donc, parce qu'en fait, finalement, on a quatre attitudes face à l'avenir. La première, c'est d'être comme les autruches. Donc, c'est de se cacher la tête dans le sable en disant on ne va pas regarder ce qui va se passer. Il y a quand même pas mal de gens qui ont cette attitude. Et la seconde, c'est d'être comme les pompiers, d'arriver quand le feu est là. La troisième, c'est d'être comme les assurances. Et vraiment, l'attitude prospective, c'est d'être comme une vigie, et c'est de regarder, de se dire comment l'avenir pourrait évoluer, et à partir de cette connaissance, voilà, regard sur le long terme, de dire agissons aujourd'hui parce qu'on a une meilleure connaissance du long terme. Donc, c'est vraiment imaginer un tas de futurs possibles, au sein de ces futurs possibles, de voir quels sont ceux que l'on désire, qui semblent plus désirables, pour arriver à un ou plusieurs futurs normatifs désirés, parce qu'on a pu imaginer ces futurs possibles. Donc, ça veut dire un travail à un moment T, à la fois sur rétrospectif, parce qu'on ne fait pas de prospective sans faire de rétrospective. Donc, regarder sur le passé, qu'est-ce qui a changé, quelles sont les tendances lourdes et les signaux faibles, les incertitudes et les germes de changement, et imaginer quelles sont les ruptures possibles. Qu'est-ce qui est en train de changer et qu'est-ce qui pourrait changer dans les 20 à 40 prochaines années. Donc en fait, ça demande à la fois un travail très rigoureux d'analyse du passé et en même temps un travail d'imagination de rupture possible. Alors le second mot, c'est transformation et transition. Donc il y a un lien évident entre l'approche prospective et le concept de transition ou transformation des systèmes. Donc selon les disciplines, on ne parle pas forcément de la même chose. On a des transitions socio-techniques, on a des transformations des socio-écosystèmes. Enfin, voilà, selon les disciplines, les réseaux, la géographie, on va utiliser plus ou moins ces termes.
qui ont été de toute façon institutionnalisés et puis politisés aussi, repris dans le discours politique. Moi, je reprends ici une des approches qui est utilisée dans le milieu académique. Est-ce qu'on peut Dans les micros, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez vérifier tout ce qu'il n'y a pas une activation du son par hasard? Ça y est, c'est fait. Donc cette approche multiniveau, elle a été, c'est un cadre heuristique, hein, pas un cadre conceptuel qui vient des études des innovations. Donc on a étudié l'adoption de certaines technologies, par exemple ça a été beaucoup utilisé pour les questions de transition énergétique. Et là, c'est de plus en plus mobilisé pour les questions de transition agroécologique. Donc le principe, c'est de dire qu'il y a donc un régime socio-technique dominant. On peut penser à l'agriculture conventionnelle, à la grande distribution, en tout cas, c'est un ensemble de normes, de pratiques, de réseaux, de technologies qui ont configuré un appareil productif alimentaire. Et donc là, c'est ce que vous avez au milieu. Et puis en bas, donc, ils vont évoluer dans le temps, bien sûr, on a des niches innovations qui vont pouvoir, c'est des initiatives qui vont pouvoir se développer un peu à l'abri du régime dominant et qui vont ensuite soit l'intégrer parce qu'elles sont plus ou moins compatibles avec ce régime, soit le modifier, soit complètement le remplacer. Bien sûr, il n'y a pas de phénomène d'émergence comme ça naturel qui arriverait. Ça peut être fait plus ou moins pacifiquement. C'est un processus complexe avec plusieurs échelles temporelles. Hein, ça tient beaucoup de bordel. Il peut y avoir des ruptures, des phénomènes d'empilement, etc. Donc, c'est des processus complexes. Et c'est une des manières d'un peu de l'illustrer, en fait. Donc, ça a été étudié dans des cas passés. Et la question de la prospective, c'est qu'est-ce qui peut en être dans le futur et comment est-ce que adopter cette attitude de vigie peut aider à identifier des leviers, à anticiper des changements donc dans ces univers socio-techniques. Et donc, on cherche à identifier des leviers pour ces transformations qui répondraient aux enjeux du siècle, hein, en particulier sur les systèmes alimentaires durables. Je vais laisser Marie présenter un peu le concept de système alimentaire. Alors, le concept de système alimentaire, bon, il y en a beaucoup qui sont présentés. Ce qu'on a choisi, c'était la présentation faite par la FAO, un récent travail qu'ils ont fait sur The Future of Food and Agriculture, Drivers and Triggers for Transformation. Voilà, on travaillait pour la FAO, ça semblait plus facile de prendre leur présentation. Ce qui est intéressant dans leur présentation, c'est que voilà, ils représentent au cœur les systèmes alimentaires et ils montrent bien combien les systèmes alimentaires sont influencés par des facteurs de contexte, donc socio-économiques et environnementaux, et qu'il y a donc des variables d'entrée et des sorties, quoi, des choses qui sortent des systèmes alimentaires. Et donc, voilà, on est vraiment dans quelque chose un cycle et avec des entrées et des sorties. Et c'est à partir de ça, voilà, on se demande comment transformer ce système alimentaire par l'agroécologie. Et c'est ça, ce sur quoi portent les prospectives sur lesquelles on a travaillé. Donc, toutes n'ont pas regardé l'ensemble des systèmes alimentaires, mais souvent certaines composantes. Donc l'agroécologie, pour être, je ne sais pas si on va tomber d'accord, parce que c'est quand même un concept bien complexe qui est construit historiquement. Donc à la base, c'était une science. Donc comment est-ce qu'on peut se servir des connaissances qu'on a en écologie scientifique pour des pratiques agronomiques. Puis dans les années 60-70, à la conceptualisation de ce terme s'est ajouté un ensemble de pratiques. Et puis, surtout en Amérique du Sud, des mouvements sociaux se sont servis de ce terme pour se revendiquer de l'agroécologie. Et puis, petit à petit, ça a été aussi institutionnalisé, repris dans les politiques publiques nationales et internationales. Et donc, c'est très dépendant du contexte géographique, en fait. On ne parlera pas forcément de la même chose selon là où on est. On peut le voir un peu comme un concept cluster aussi, pour reprendre un terme proposé par une philosophe sur le concept de réensauvagement. Ça veut dire qu'il va répondre à certaines caractéristiques sans pour autant y répondre à toutes en même temps. Donc il y a eu des efforts de synthèse pour un peu déterminer quels seraient ces clusters. On les appelle principes, piliers, éléments. Donc voilà, il y a eu cet effort de synthèse en tout cas. C'est les 10 éléments du HLPE, les 13 principes de la FAO. Là, on a mis les principes
C'est les du 13 HEP. principes. C'est les 13 principes. Le HEP. Donc, bien sûr, c'est toujours lié à des pratiques culturelles, à une volonté de diversification des cultures et aussi des activités rémunératrices, utiliser des synergies, réduire l'utilisation de ressources, intégrer l'élevage aussi, qui est un point super important, mais aussi des questions plus sociales, des valeurs, d'équité, de l'importance des traditions, de la culture. Vous avez aussi un travail de synthèse qui a été fait par Glissman, qui représente ça plutôt en niveau. Donc, il part du niveau le plus bas, qui serait juste de réduire à l'échelle de la parcelle l'utilisation d'intrants, à remplacer complètement toutes les pratiques où on rajouterait des intrants par des solutions biologiques. Au niveau plus haut, ce serait donc vraiment reconcevoir tout le paysage pour que les synergies aient lieu plus facilement. Et puis, à des niveaux beaucoup plus hauts, donc on a vraiment le lien avec les marchés et les mangeurs, qui va recevoir cette production qu'on a produite. Et au niveau 5, c'est plus s'interroger sur les questions d'un système alimentaire mondial, de comment fonctionne donc, ce système alimentaire à l'échelle mondiale, et donc comment fonctionnent aussi les questions de commerce international. Donc ces clusters, ils sont plus ou moins institutionnalisés, plus ou moins politisés. On peut mettre la slide suivante. Vous avez là les 11 piliers de la déclaration de l'INI au Mali, donc, qui ont été construits surtout par des ONG et des organisations paysannes. On ne voit pas grand-chose. Mais en fait, donc, c'est une vision un peu plus politisée, et en fait, ils pointent tous ces clusters. Enfin, il y a un des clusters souvent. On voit qu'au-delà juste de la vision des pratiques agricoles, il y a vraiment une volonté de réencastrement, de resocialisation de l'activité agricole. L'alimentation, elle n'est pas uniquement là pour répondre à un besoin, mais c'est aussi un support d'un tissu social, d'un rapport aux vivants, d'un rapport aux autres êtres humains. Mais pour d'autres, c'est aussi vu comme juste un ensemble de techniques, une technologie de plus pour assurer une meilleure compétitivité dans un monde où en fait, les règles du jeu, elles contraignent les espaces de liberté et puis les imaginaires. Et donc la prospective, elle peut aider à les ouvrir. Là, en fait, on a regardé, maintenant qu'on avait cette vision des systèmes alimentaires et la vision des principes de l'agroécologie, quelle est la connexion entre les deux? En fait, ce qu'on voit, pardon, c'est qu'il y a quasiment tous les principes de l'agroécologie sont pris en compte dans la vision des systèmes alimentaires. C'est-à-dire que, par exemple, dans les systèmes alimentaires, on dit qu'ils sont transformés, qu'une des variables de transformation, c'est l'innovation et la science. En agroécologie, on appelle ça la co-création de connaissances. Ce qui montre quand même qu'il y a une différence dans la vision de l'agroécologie et dans la vision des systèmes alimentaires. Sur les systèmes alimentaires, on parle comme variable d'entrée des systèmes alimentaires. La croissance économique, l'agroécologie parlera de diversification économique. Donc, quand même, une différence assez majeure. On parlera dans les systèmes alimentaires de concentration du marché. Dans l'agroécologie, on parlera de réduction des intrants, de connectivité, de rapport entre la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Dans les visions des systèmes alimentaires, on parlera de disposing, donc de débarrasser. L'agroécologie parlera, elle, de recyclage. L'agroécologie parle d'équité, les systèmes alimentaires, dans les facteurs de changement des systèmes alimentaires, on parle de la distribution des revenus. On parle dans l'agroécologie de gouvernance des terres et des ressources et de participation. Et dans la vision des systèmes alimentaires, on parle d'institutions et de gouvernance. Donc on voit qu'en fait, voilà, tous les principes de l'agroécologie sont potentiellement pris en compte dans la vision des systèmes alimentaires, mais pas du tout de la même façon. Ça explique vraiment la raison pour laquelle, finalement, il y a aujourd'hui peu de vision des systèmes alimentaires qui regardent l'agroécologie. En fait, c'est vraiment regarder les choses avec des lunettes complètement différentes. Et donc, ça veut dire que si on veut transformer les systèmes alimentaires aujourd'hui vers l'agroécologie, il faut adopter, prendre des nouvelles lunettes et regarder autre chose.
Et ces nouvelles lunettes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles doivent se concentrer. Et ça, c'est un des défauts de la garde de l'agroécologie, c'est que souvent, ils se concentrent sur ce qui se passe, les pratiques à l'école, mais qu'elles ne regardent pas l'ensemble du système alimentaire, alors qu'en fait, les principes de l'agroécologie le permettent de regarder l'ensemble du système alimentaire. Donc c'est ça, c'est ce décalage qui paraît intéressant et qu'on va détailler un peu plus, c'est que les principes de l'agroécologie permettent de regarder l'ensemble du système, mais que dans la réalité, l'application de l'agroécologie se concentre sur les pratiques. Alors juste pour dire, et ça, parce que je trouve que ça illustre bien, il y a un projet qui est actuellement mis en œuvre par le CIRAD et des fonds du CGIAR qui s'appelle le projet Viability et qui fait une étude sur l'utilisation des principes agroécologiques en Afrique. Et donc, il regarde pourquoi est-ce que les gens adoptent en Afrique de l'agroécologie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les raisons pour lesquelles les gens adoptent des principes agroécologiques en Afrique, c'est pour réduire les intrants, ou améliorer les sols, ou le recyclage, ou la synergie. Donc, c'est vraiment des choses qui concernent ce qui se passe le plus à la ferme, dans le petit territoire, et qui ne remonte pas du tout sur l'ensemble du système alimentaire. Et donc, en fait, si les principes qu'on adopte concernent uniquement la ferme, ils ne vont pas pouvoir transformer les systèmes alimentaires. Et qu'il faut avoir cette vision extrêmement large des principes de l'agroécologie et des systèmes alimentaires si on veut transformer les systèmes alimentaires. Alors, donc ça c'était un peu les principes. La façon dont on a travaillé, tout d'abord on a créé un corpus, donc on a regardé sur les 10 dernières années quels étaient les exercices de prospective qui avaient développé des scénarios sur l'agroécologie. Et on est arrivé à 16 exercices qu'on va vous présenter. Ensuite, on a fait une grille d'analyse et sur la base de cette... on a analysé tous nos exercices suivant la même grille pour pouvoir ensuite les comparer. On a eu un atelier de mise en débat des résultats, des leçons tirées qui a eu lieu à Rome au mois de novembre dernier, avec à la fois les participants, les auteurs de tous les exercices de prospective que nous avions regardés, des spécialistes de la prospective et des spécialistes de l'agroécologie. Donc, ça a permis vraiment un débat intéressant. Ensuite, on a eu un webinaire et là, on est en train de rédiger un rapport et de faire une synthèse et un peu un résumé pour les décideurs. Voilà. Alors, les exercices, donc on a essayé d'avoir des exercices à toutes les échelles. Donc, à l'échelle mondiale, on a pris un exercice de e-best food qui s'appelle Long Food Movement, un mouvement visionnaire pour une alimentation durable. Un autre projet qui s'appelle What Future for Small Scale Agriculture. On a pris 2 exercices qui sont des exercices à l'échelle mondiale, mais avec des visions régionales, qui sont Agrimonde et Agrimonterra, qui ont été mis en œuvre par CIRAD et INRAE. On a pris un certain nombre d'exercices à l'échelle régionale, donc IDRI pour l'Europe, un exercice du réseau des politiques agricoles en Amérique latine et dans les Caraïbes, un autre exercice qui a été fait par le JRC à l'échelle européenne, très modélisateur, un autre projet européen qui s'appelle UNISECO, qui est à la fois un peu plus large. On a pris des exercices à l'échelle nationale, AFTER pour la France, un exercice tiré d'Agrimonterra, mais à l'échelle de la Tunisie, un exercice sur les scénarios, les SSP, à l'échelle de l'Angleterre, et un exercice Threshold, qui est sur les SDG, à l'échelle du Kenya. 3 exercices à l'échelle plus territoriale, alors celui sur l'Inde, savoir si c'est un territoire, un État ou une région, c'est un peu complexe quand on est dans l'Andhra Pradesh. Et puis 2 exercices au Sénégal, un sur les Niayes et un sur la région de Fatick. Et enfin, un exercice à l'échelle
des fermes au Burkina Faso. Donc vraiment une grande variété d'exercices. Alors, les résultats. Juste, on va passer sur les 7 étapes de la prospective, parce que ça, c'est moins important. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les financeurs et les promoteurs de ces exercices, ce sont des gens qui veulent vraiment développer l'agroécologie. Il y a des scénarios pour l'agroécologie, quand il y a des financeurs derrière qui veulent développer l'agroécologie. En gros, ça ne sort pas tout seul, des gens qui mettent en œuvre la prospective. Donc, c'est la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, BioVision Foundation, Schmidt Family Foundation, voilà, c'est des choses assez... Il faut des promoteurs de l'agroécologie pour y arriver. Bon, la Commission européenne aussi, elle fait partie de ça. Les maîtres d'œuvre, donc par exemple CIRAD, INRAE, la FAO, bon, là, ils font pas, on a autofinancé les exercices. Et puis des programmes particuliers, comme celui pour le Royaume-Uni ou pour l'Amérique latine. Mais ce qui apparaît, c'est pour qu'il y ait des scénarios agroécologie, il faut qu'il y ait une volonté, sinon ça ne sort pas. Et les institutions qui mettent en œuvre, ce sont surtout des institutions de recherche et des think tanks, un peu des ONG, bon, Solagro, Millennium Institute, et puis un consortium. Alors, donc les sujets traités par ces prospectives, parce qu'il y a toujours des thématiques un peu précises, donc on voit que souvent on va surtout parler de sécurité alimentaire, donc est-ce qu'on peut nourrir avec l'agroécologie, est-ce qu'on peut nourrir l'Europe, est-ce qu'on peut nourrir le monde, il y a souvent ce genre de questions. Des questions aussi sur l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'impact sur le climat, sur la biodiversité, et des questions sur comment est-ce que va changer l'usage des terres. Donc ça, c'est les sujets qui sont très traités par ces études. Et souvent, on voit qu'il y a moins d'enthousiasme pour, ou en tout cas de projets sur les questions plus de bien-être socio-économique, sur voilà, tout ce qui concerne les valeurs, par exemple, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans des sujets de prospective, l'impact sur la santé humaine, c'est rarement pris en compte. La question de l'eau, elle est rarement prise en compte, étonnamment. Et puis aussi, quels seraient les futurs de tout ce qu'il y a entre la production et la consommation, donc tout ce qui est à l'intérieur de ce système, donc sur le stockage, la transformation, la distribution, et puis ce qu'on fait des déchets, c'est quand même très rarement pris en compte dans ce type de prospective de manière surprenante. Alors que c'est des choses qui sont vraiment anticipées. Voilà. Donc en fait, comment transformer un système alimentaire si on oublie un tiers des sujets? Alors sur les acteurs géographiques, ce qu'on voit, c'est que en fait, un système alimentaire, même s'il se passe dans un endroit, dans un territoire ou à l'échelle nationale, il est fortement influencé par les autres échelles. Et donc, il faut avoir à l'échelle, lorsqu'on travaille à l'échelle de la ferme, on va faire appel à des fermiers, à l'échelle du territoire, à des représentations des organisations, mais finalement, on fait rarement appel à l'échelle supérieure. Et donc, si on veut, je pense que c'est très important, si on veut transformer un système alimentaire, ne pas oublier les échelons supérieurs. Plus on n'est pas oublier les échelons supérieurs, et si on regarde à une échelle au contraire mondiale ou régionale, de aussi prendre en considération ce qui se passe aux échelles plus bas. Parce que finalement, que ce soit en termes d'acteurs, que ce soit en termes des niveaux de l'agroécologie, on retrouve ces différentes échelles. Donc c'est très important. Et donc, puis, pour ceux qui travaillent sur l'agroécologie elle-même dit, eh bien, on a tendance à oublier l'échelle méso. On regarde ce qui se passe à l'échelle de la ferme, on regarde ce qui se passe à l'échelle supérieure, et il y a tout un milieu, toute une échelle qui manque complètement dans les travaux, que ce soit les travaux à l'échelle actuelle, hein, de transformation, ou les travaux de prospective. Donc c'est vraiment cette échelle méso qui est le champ,
Laissez mes dents, moi. Voilà. Après, ça commence vraiment à se développer des approches territoriales sur ces questions-là. Hein. Il y en a. Et puis, dans le monde anglo-saxon, ça s'appelle plutôt des landscapes, enfin, plutôt que territoire. Territoire, c'est quand même assez français. Ça commence à se développer, c'est des choses qui commencent à émerger. Mais moins en prospective. Ouais, donc, sur les méthodes qui sont utilisées dans ces études, on ne va peut-être pas rentrer dedans, mais en gros, il y en a 3. Il y a des méthodes plutôt qualitatives, donc des narratifs. On va donc écrire des descriptions, dessiner à quoi ressembleraient ces différents futurs possibles. Puis il y a aussi plutôt de la perspective de modélisatoire, je sais pas comment on dit, donc des modèles qui vont avoir, par exemple, comme entrée quel type de culture on veut et qui vont faire sortir l'usage des terres, enfin, des modèles biophysiques assez complexes qui vont permettre aussi de savoir si on boucle certains cycles géochimiques, comme le cycle de l'azote. Puis on a d'autres qui essayent d'intégrer aussi des variables plus économiques, comme l'emploi agricole. Donc là, vraiment pour les côtés modèles. Et puis, il y a des approches aussi qui sont plus mixtes, qui vont être des interactions entre des narratifs et des modèles. Donc, on va construire le modèle, on va établir un narratif, et puis il va y avoir des allers-retours entre ces narratifs et ce modèle. Alors, ce qu'on voit, c'est que surtout dans ce troisième type d'approche, les approches participatives, que ce soit en prospective ou en agroécologie, sont très... Voilà, on incite les gens à les avoir. Mais en fait, quand on regarde en détail, on voit que beaucoup d'exercices, un certain nombre d'exercices, surtout quand c'est à l'échelle mondiale ou régionale, en fait une approche participative relativement restreinte. C'est-à-dire que participent des chercheurs et des experts. Et que ce n'est que lorsqu'on va plus à l'échelle de la ferme du territoire, éventuellement à l'échelle nationale, qu'on a une approche participative plus large, avec non seulement des chercheurs et des experts, mais des représentants d'agriculteurs, d'ONG, de politique, etc. Donc la grande tendance, quand même, c'est de faire ça un peu entre chercheurs et experts, et de ne pas vraiment impliquer les gens sur le terrain dans tous ces exercices, que ce soit l'agroécologie ou la prospective. Donc, on a aussi étudié quels étaient les facteurs de changement qui étaient utilisés dans ces prospectives, parce que dans les analyses prospectives, on va étudier un système, donc un ensemble de variables, de facteurs de changement qui vont qui vont changer, qui vont être liés entre eux, où bien sûr il va y avoir des connexions qui ne sont pas linéaires. Et donc on a essayé de répertorier un peu ceux qui ont été utilisés dans toutes les prospectives qu'on a utilisées. Ce n'était pas évident de le faire parce que c'est des échelles différentes, des méthodes différentes. Mais voilà, on a quand même essayé de voir qu'est-ce que ça touchait. Et donc, on a divisé ça en 3 grands clusters, en plus en aspect les systèmes agricoles et alimentaires. Donc là, les facteurs de changement qui étaient plus utilisés, c'était les systèmes d'élevage et les systèmes de culture, et puis les régimes alimentaires, donc c'est des leviers importants. Mais par contre, on regardait beaucoup moins ce qui se passait du côté des forêts, et au niveau de la chaîne de valeur, de la chaîne d'approvisionnement et du lien entre le rural et l'urbain, c'était moins pris en compte dans les études. Ensuite, on a un cluster qui est plus sur les systèmes socio-économiques. Donc là, ce qui était le plus regardé, c'était bien sûr l'organisation des structures économiques. Donc, bien sûr, dans ces catégories, il y a plein de facteurs différents. Et puis, ce qui était beaucoup moins regardé, c'était, donc il y a l'organisation de l'économie et puis aussi le rôle de l'État dans cette économie. Et ce qui était beaucoup moins regardé, c'était, on retrouve un peu la mobilité, les transports, le commerce, tout ce qui concerne un peu la logistique. Et puis, le système financier qui n'est pas du tout pris en compte, enfin, qui est très peu, je ne dis pas du tout, mais qui est très pris en compte dans ces études. Et puis, troisième secteur, c'est vraiment plus le système, l'environnement, le milieu. Et là, on voit que, étonnamment, pareil, l'eau, c'est quelque chose qui est assez peu regardé et pourtant, une des grosses questions en agroécologie et qui n'est pas du tout résolue, c'est
la place des systèmes irrigués? Est-ce que, voilà, c'est des questions qui restent en suspens pour l'instant. Donc là, on a regardé donc, plus en détail par rapport au système FAO, quelles sont les variables qui sont prises en compte et quelles sont celles qui ne le sont pas. Et donc, en fait, les variables qui sont très prises en compte, c'est tout ce qui est usage de la terre et de l'eau, tout ce qui est voilà, au sein des systèmes, ce qui est l'innovation, les investissements, etc., les relations urbaines. Mais par contre, là, ça a complètement bougé. J'ai un peu perdu. Alors, ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est tout ce qui est en rouge. Alors, normalement, ce qui est en rouge, c'est ce qui est pris en compte, et ce qui est en bleu, c'est ce qui n'est pas pris en compte. Voilà. Donc, ce qui n'est pas pris en compte, ce sont les prix, tout ce qui est les épidémies, tout ce qui est on voit ça a tout bougé. Donc, tout ce qui est les questions peu pris en compte, les questions de propriété. Qui sont superposées. Voilà. Je crois. Voilà. En tout cas, et puis, comme me l'a dit tout à l'heure Fatma, tout ce qui est l'intérieur de la transformation du système alimentaire. Donc, je pense que pour les études de terrain, c'est vraiment extrêmement important de ne pas se contenter de la production, mais de regarder l'ensemble du système alimentaire et de regarder l'impact avec l'extérieur. Alors, ce qui nous a paru aussi intéressant, c'était de regarder quel type de scénarios sont proposés. Donc, en fait, on voit que ça, c'est la HLPE qui a proposé ça, qu'en fait, on peut proposer beaucoup de scénarios possibles d'évolution d'un système. Mais dans la réalité, nos exercices, on voit que la plupart des exercices proposent que 2 scénarios, qui est un scénario de business as usual, un scénario tendanciel, et un scénario agroécologique. Et que finalement, très peu de scénarios, très peu d'exercices proposent plusieurs scénarios. Or, en fait, dans la réalité, il n'y a pas qu'un seul scénario agroécologique possible. Il y a 4, 5, 6 scénarios agroécologiques. Et lorsqu'on est un peu imaginatif, on peut imaginer. Voilà. On peut voir plusieurs futurs d'un système par l'agroécologie. Et c'est ça qui semble important à développer dans l'avenir. Donc, donc on a repris un peu chaque méthode. Hein, ça ne veut pas dire que c'est pas utile de faire aussi des scénarios uniques, parce que ça permet aussi d'aller beaucoup plus dans la profondeur aussi des analyses, et surtout pour des modèles quantitatifs. Voilà, c'est utile. Donc là, c'est par exemple TIFA. Donc c'est un modèle, c'est un scénario qui a été proposé pour l'Europe. C'est un seul scénario où on a de l'agroécologie qui est généralisée, et on va pouvoir comparer, donc le cas en 2010, on va comparer plutôt le futur avec le présent, quoi. Et dans ce scénario-là, on met une grande importance sur le changement du régime alimentaire pour que les pratiques agricoles, pour pouvoir boucler la boucle de nourrir les Européens, tout en gardant un certain commerce international, tout en assurant une biodiversité qui soit riche et des gaz à effet de serre qui diminuent. Alors, ensuite, donc, beaucoup d'exercices, donc deux scénarios contrastés. Donc ça, c'était le cas d'Agrimonde, c'est le cas de Agribiome en Inde. Donc on a un scénario agro-industriel, en gros, un scénario tendanciel et un scénario agroécologique. C'est le cas aussi d'IPES Food, c'est le cas de After, c'est le cas de ASDG. Bon, leur objet, ce que disent les gens qui défendent cette approche, c'est que le fait de contraster 2 scénarios permet de convaincre davantage pour l'agroécologie en montrant bien les changements. C'est une approche, et ça permet de regarder certains points particuliers. C'est une approche. En même temps, le reproche, et c'est assez simple, c'est un côté assez simple pour les décideurs. Mais en même temps, ce ne sont pas il y a rarement un vrai récit
qui embarque les gens vers un autre avenir. Or, en fait, ce dont on s'aperçoit de plus en plus, c'est que les gens, on a un peu tendance à croire qu'il faut présenter des chiffres pour convaincre. Or, dans la réalité, les gens sont convaincus par des histoires et par des récits. Et que c'est pas nécessaire. Même les décideurs sont convaincus par des histoires et par des récits. Et que un des dangers, moi, en particulier de cette vision de deux scénarios contrastés, c'est que ça n'ouvre pas l'imagination, ça fait moins appel à l'imagination, et ça veut convaincre par des chiffres, c'est tout. Voilà. Mais ça a aussi des avantages, hein, parce que, par exemple, le scénario Deepest Food, ils l'ont appelé Civil Society as usual, et donc là, c'est un scénario, c'est vraiment un narratif qui est assez attirant. Voilà, ça a du bon et c'est du mauvais, mais voilà, faut être sensible et comprendre les avantages et les inconvénients. Alors après, il y a les gens qui construisent des scénarios autour de deux axes. C'est une méthode qui est très utilisée par les anglo-saxons, mais ce qui est assez intéressant de voir, par exemple, en haut à gauche, ce sont les scénarios d'Uniseco. C'est que finalement, là, ils arrivent à deux scénarios sur l'agroécologie. Mais ils ont du mal à arriver à quelque chose de vraiment nouveau. SSP UK, il n'y a aussi qu'un seul scénario qui est plus sur l'agroécologie. Et puis après, il y a la méthode qui est plus francophone, je dirais, qui est la méthode de construction de scénarios à partir d'analyse morphologique et de combinaison d'hypothèses que les anglo-saxons ne pratiquent absolument pas, et qui a l'avantage, en fait, pour chaque variable, on invente un certain nombre d'hypothèses, et ensuite on les combine entre elles de façon cohérente pour arriver à des scénarios. Et là, il y a un scénario par couleur de fil. Voilà. Donc, par exemple, là, dans Fatigue, on voit, ils sont arrivés à 7 scénarios. Donc, en fait, on arrive à des scénarios qui sont plus imaginatifs. Alors là, on ne le voit pas très bien, mais je vais vous représenter dans Agrimont Terra, par exemple, qui est sur les usages des terres et la sécurité alimentaire dans le monde. En fait, on est arrivé à 5 scénarios. Donc, 4 scénarios sur 5 ont de l'agroécologie. Mais de l'agroécologie dans des contextes extrêmement différents. Par exemple, dans ce scénario qui s'appelle des usages des terres pour des systèmes alimentaires régionaux, on est dans un contexte global de régionalisation et de transition énergétique. On arrive à des régimes alimentaires régionaux, donc en fait on n'importe quasiment pas, on essaie de se nourrir de plus en plus localement, et on a une hypothèse sur les relations urbaines-rurales qui est une grande intégration des zones urbaines et des zones rurales avec des chaînes de valeur bien intégrées, et finalement en termes de système d'élevage, on est dans un élevage agroécologique en synergie avec l'agriculture et l'urbanisation, et on est dans des, pour les systèmes de culture, dans de l'agroécologie ou de l'intensification durable. Donc en fait, on a, donc ça c'est une première chose, un premier scénario. Dans Agrimont Terra, on a également un second scénario avec de l'agroécologie, qui est des usages qu'on appelle des usages des terres orientés par des ménages plus réactifs et mobiles. Où on est au contraire dans un contexte mondial où ce sont des acteurs non étatiques on est dans un monde hybride et les acteurs non étatiques qui jouent un rôle extrêmement important, beaucoup de mobilité urbaine entre les zones urbaines et rurales, des ménages multilocalisés et une diversité de structures agricoles. Et finalement, en termes de système d'élevage et de système de culture, aussi de l'agroécologie. On a un troisième scénario, qu'on appelle des usages des terres pour une alimentation de qualité et une nutrition saine, où là, on est dans un monde qui vraiment veut la durabilité, et on a des grandes zones métropolitaines et des zones urbaines et rurales intégrées. Et là aussi, on a de l'agroécologie, en termes de pratiques agricoles et de pratiques d'élevage. Et on a un quatrième scénario qu'on a appelé des terres en tant que commun des communautés rurales dans un monde fragmenté, où on est dans un monde de politique et économique fragmentée, où on a beaucoup de fragments. En fait, les gens repartent
quittent les villes pour aller dans les zones rurales. Et là aussi, on a de l'agroécologie. Donc vraiment, voilà, ces approches, elles montrent que l'agroécologie, les pratiques agricoles dans les fermes, elles peuvent être agroécologiques tout en ayant des contextes extrêmement divers. Et c'est ça, voilà, pour moi, la richesse de cette imagination, c'est de montrer que l'agroécologie, c'est pas qu'un seul modèle. Et qu'en fait, ça peut aller vers beaucoup de choses assez différentes. Ça s'appelle l'invention, l'inventivité. Alors, donc, qu'est-ce que nos études montrent? Nos études montrent que la transition des systèmes alimentaires par l'agroécologie, elle implique certains changements, qu'elle a des effets positifs. Donc, et ce n'est pas toujours facile de montrer l'effet, de distinguer, il faut bien distinguer le changement qui a lieu et l'effet. Parce que l'effet n'est souvent dû au changement qu'on a dû faire. Donc, par exemple, elle implique des changements dans les usages des intrants, et donc elle a des effets sur la santé humaine, la qualité des sols. Mais ces changements sur la qualité des sols et la santé humaine n'ont lieu que parce qu'il y a eu les changements dans les usages des intrants, par exemple. Il y a une meilleure gouvernance foncière qui vient des principes de l'utilisation, des principes de l'agroécologie, qui permettent plus d'équité et plus de répartition des facteurs de production entre différents agriculteurs. On a une diversification, si on applique de l'agroécologie, on a plus de produits cultivés et donc on a une diversification de la production. Voilà, donc en fait, il y a énormément de choses qui se passent, mais qui se passent parce que les principes de l'agroécologie sont appliqués. Et ce ne sont pas seulement les principes de l'agroécologie au niveau des structures agricoles, mais des principes de l'agroécologie, surtout sur l'ensemble des niveaux et tous les principes. Donc, par exemple, moins de pertes, une attention qui est portée à la perte et à la gaspillage, des financements qui sont réorientés. Il y a une co-construction, voilà, on décide de faire de la co-construction des connaissances. La co-construction des connaissances, elle est plus un input, elle est un résultat, mais elle est aussi un input. Mais, si ça a des effets positifs, donc ça, je passe, mais c'est les exercices de prospective, voilà, il y a des illustrations à la fois dans After, dans le scénario sur l'Europe, dans Agrimonterra en Inde, dans Andhra Pradesh, par exemple, il y a très clairement des effets positifs sur l'emploi, où il y a beaucoup de création d'emplois grâce à l'agroécologie. Il y a des effets de diminution des terres cultivées, et on le voit dans certains scénarios d'Agrimonterra. Il y a des effets sur les émissions, la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais l'agroécologie aussi, elle n'a pas que. Il y a aussi des trade-offs, il y a des arbitres où il n'y a pas que des effets positifs. Voilà. Et il n'y a pas que des effets positifs parce qu'il y a des conséquences qui ne sont pas toujours positives sur les prix. Donc, si elles sont positives pour les agriculteurs, elles ne sont pas forcément positives pour les consommateurs. Il peut y avoir une baisse des superficies forestières. On peut y avoir des questions sur l'avenir de certains agriculteurs et entreprises. Et par exemple, dans un des scénarios, le scénario communauté d'Agrimonterra, en fait, on voit qu'un certain nombre de gens arrivent à passer par l'agroécologie parce qu'ils ont la capacité d'utiliser de nouvelles connaissances, mais il y en a d'autres qui ont au contraire une diminution de leur production parce qu'en fait, ils n'ont pas d'argent pour les intrants, ils n'ont pas les connaissances pour la transformation de leur pratique agricole. Il y a des impacts, il peut y avoir des impacts sur les exportations, et puis ça peut être positif pour une région, par exemple, ça peut être positif pour l'Europe, mais pas forcément positif pour ce qui se passe dans les régions vers lesquelles l'Europe exportait. Voilà, donc cette transformation du système alimentaire, il faut regarder un peu. Et puis, un autre exemple sur la question des échelles, des fois, ça peut être positif à l'échelle de la ferme et pas forcément positif à l'échelle
du territoire. Il y a cette question, par exemple, de la conséquence d'avoir des paillis, de faire du paillage, qui fait que, en fait, les troupeaux n'ont plus de quoi se nourrir après. Donc, on va laisser sur le sol et donc, à l'échelle du territoire, les troupeaux vont partir, il va y avoir une transhumance, parce qu'ils n'auront plus à manger de ressources locales. Donc, il y a des effets, et donc, en fait, ils partent, mais avec leur fumier, donc il n'y aura pas aussi de quoi ramener l'azote, quoi. Il y a aussi des effets comme ça entre échelles, ou quelque chose qui peut paraître positif à une petite échelle, quand on la regarde à une échelle plus grande, se révèle pas forcément positif. D'où l'importance de l'approche systémique et multi-échelle. Quand on change un élément d'un système, ça bouleverse tout. Voilà, c'est ça. Et du coup, la prospective, il y a des méthodes aussi qui permettent d'anticiper ce genre de choses pour justement que ça n'arrive pas. Quand on change un élément du système, il faut penser toujours aux impacts directs et indirects qu'on peut avoir. Et donc, entre autres, la prospective peut permettre ça. Voilà, et donc en conclusion. Parce que j'ai rajouté. Oui, le fait est qu'il n'y a pas de solution universelle. Je vais peindre en agroécologie mon système alimentaire et ça va régler tous les problèmes. Donc l'approche, elle doit être systémique, c'est ce que je vous disais. Il y a des points d'attention à avoir sur les effets rebonds quand on change le système, sur des effets de fuite aussi. Ne pas polluer ici, ça peut impliquer qu'on pollue beaucoup plus ailleurs. Et on doit prendre en compte donc, tout le système alimentaire, y compris les activités intermédiaires, ça c'est dit. Chaque région et chaque pays doit trouver sa propre voie. Donc, l'agroécologie insiste sur ce fait que tout dépend du contexte. Je ne sais pas si c'est un principe, mais en tout cas, il y a cette philosophie-là derrière. Donc, chaque pays doit trouver en fonction de sa situation passée ses tendances actuelles, doit identifier ses propres politiques, ses propres leviers et les bouts de rétroaction pour changer de voie, et puis aussi bien analyser les rapports de force entre les acteurs présents dans ces systèmes. Et donc là, ce que je vous disais, l'articulation des échelles, elle est importante, et l'échelle territoriale, c'est un intermédiaire qui est vraiment intéressant à explorer, et à regarder aussi l'articulation entre cette échelle territoriale avec les exploitations, par exemple, ou les consommateurs, et puis des échelles plus grandes. Et donc, pour implémenter des politiques publiques qui sont spécifiques, la prospective peut contribuer à construire des imaginaires socio-collectifs en explorant différents futurs. Donc, comme je vous disais aussi, anticiper les points d'attention, créer des collectifs aussi, parce que c'est souvent participatif, donc ça crée des collectifs, ça structure leurs débats, ça fait qu'ils partagent des connaissances. Et donc, beaucoup de questions qui restent en suspens, j'en ai juste deux qui peut-être peuvent vous intéresser sur la question des transitions justes. Donc, comment prendre en compte la question des valeurs dans ces exercices de prospective et les moyens d'amélioration, l'amélioration des moyens d'existence, qui sont quand même un des piliers. Et puis, qui sont les gagnants et les perdants de la transition. Et je te laisse terminer. C'est-à-dire que, en fait, l'avantage de faire des scénarios, c'est que ça permet, lorsqu'on compare tous nos scénarios, parce qu'un scénario n'a jamais de valeur en lui-même, un scénario n'a de valeur que lorsqu'on compare les résultats c'est la comparaison des scénarios qui a un intérêt. Un scénario n'est qu'une imagination. Mais ils permettent, comparer les scénarios, permettent de voir des choses qui sont importantes, quel que soit le scénario. Et donc, ça permet d'identifier ce que j'appellerais des objectifs sans regret. Il n'y a pas à regretter, parce que quel que soit le scénario, il faut travailler là-dessus. Et ça, c'est un des grands intérêts de la prospective, c'est d'identifier ces questions sans regret et qui doivent être poursuivies, quelle que soit la chose. Et donc, par exemple, on voit bien que dans nos scénarios sur la transformation des systèmes alimentaires, il y a des choses. Les régimes alimentaires apparaissent clairement comme des choses, des points sans regret. Les pratiques agricoles, mais aujourd'hui, ce qui n'est pas suffisamment travaillé, et qui, pour moi, c'est vraiment toute la partie centrale du système alimentaire entre la production et la consommation. Et ça, là, ça devrait être des choses sans regret, que malheureusement, c'est vraiment un missing middle qui est extrêmement important. L'emploi devrait faire partie des choses importantes qu'il faudrait regarder. Et l'emploi non seulement des agriculteurs, mais les conséquences
sur le reste de l'économie, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des exercices, on garde l'emploi de l'agriculteur, mais en fait, une transformation agroécologique a des conséquences non seulement sur les systèmes alimentaires, mais sur l'ensemble du système économique de la région ou du pays. Et donc, c'est voilà, regarder ce qui se passe dans les autres secteurs, là aussi, paraît très important. Et ne pas travailler complètement en silo, regarder les impacts des différents secteurs. Une des choses que ces exercices, voilà, cette revue des exercices de prospective a mis en avant. On est à votre disposition pour les questions. Merci pour les Ben dis donc, un sacré programme de recherche. Et c'est vraiment très très riche, super intéressant, très stimulant. J'ai l'impression d'avoir le cerveau qui sait plus où se focaliser. Parce qu'en fait, c'est vrai, ce qui est très intéressant dans votre présentation, c'est qu'il y a le niveau de l'agroécologie, alors qu'on ne maîtrise pas forcément tous déjà. L'agroécologie, comment la définir, comment évoluent les différentes définitions. Puis en plus, il y a un regard que vous portez en prenant du recul sur les différents scénarios. Et c'est vrai que pour nous, ça fait un peu une gymnastique quand on connaît déjà pas bien toutes les problématiques autour du système de l'agroécologie. C'est pas évident, en plus de prendre du recul en disant ah oui, mais en plus il y a des scénarios, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes définitions, c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes contextes. Et c'est très riche, voilà. Donc, ouais, il y avait une première question. Oui, alors une question que je partage pour qu'on vous voit à nouveau. Oui, c'était effectivement extrêmement intéressant. Et une question que je me suis, bon, je suis pas du tout spécialiste des questions agricoles, mais j'ai pas mal travaillé sur les politiques économiques en Amérique latine et l'évolution des inégalités, disons, économiques et sociales en Amérique latine. Et une question que je me suis posée, je dirais presque tout au long de votre exposé en vous écoutant, c'est est-ce qu'on n'a pas quand même, est-ce que les conditions préalables, les facteurs de changement peuvent être tous mis sur le même plan. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une condition sine qua non qui, je dirais, détermine tout le reste, qui est la répartition foncière, l'accès à la terre. Alors, je mentionne ça probablement parce que j'ai surtout travaillé sur l'Amérique latine et que donc il y a les éléments, je dirais, de concentration foncière, de rapports de pouvoir extrêmement violents, etc., dans les campagnes. Mais je pense que, par exemple, pour l'Afrique subsaharienne, on pourrait aussi poser la question de l'absence d'accès des femmes à la terre, par exemple, sur des bases coutumières, etc. Donc, pour que tout ça soit mis en œuvre, il faut d'abord qu'il y ait accès à la terre. Et je me demande s'il ne devrait pas y avoir une sorte de pyramide hiérarchisant toutes ces conditions préalables, tous ces facteurs de changement qui sont nécessaires pour pouvoir bâtir une prospective. Bon, alors vous avez parlé de gouvernance foncière. Est-ce que gouvernance foncière désigne ça? Mais j'ai envie de dire que tant que ce problème n'est pas résolu, rien n'est possible. Parce qu'il y a quand même, des mouvements, je dirais, par exemple, je pense au mouvement des sans-terre au Brésil, ou toute une série de mouvements de paysans sans-terre ou de paysans pauvres en Amérique latine qui font de l'agroécologie ou voudraient faire de l'agroécologie sans forcément le formuler de cette façon, mais qui ne peuvent pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à la terre ou parce qu'ils sont chassés de leur terre. Donc voilà, je me demande quelle place prend cette question dans votre grille. Alors, elle joue un rôle extrêmement important, mais en fait, elle n'est prise en compte que dans les travaux prospectifs avec des narratifs. Les quoi? Elle est prise en compte uniquement dans les prospectives, entre guillemets, qualitatives, c'est-à-dire celles qui racontent des histoires. Elle n'est pas du tout prise en compte dans les modélisations, dans les modèles, parce qu'en fait, ça n'est pas modélisable, ce genre de choses. On a quand même des chiffres de la répartition foncière dans les différents pays ou dans les régions. D'abord, en Afrique, il y a des données sur... je pensais surtout à l'Amérique latine. Sont très peu regardées. En fait, on ne regarde pas en termes fonciers. Non, on ne s'est pas pris en compte dans les modèles.
y compris le nombre de paysans sans terre, Ouais, c'est pas des choses qu'on voit dans des les formes centres précaires d'intérêt. d'accès à la terre, de fermage. Mais c'est extrêmement important. Et je vois par exemple dans l'agrivoltaire sur lequel j'ai travaillé, où on a fait du narratif et du quantitatif, on a pris en compte dans le narratif, mais ça ne ressort pas du tout après. Ce qu'on a ressorti en termes de superficie, par exemple, c'est des superficies qui ne prennent pas en compte à qui appartient la terre. En plus, il y a beaucoup d'endroits où les terres sont cultivées collectivement. Voilà, Ça existe. il y a tellement de systèmes après fonciers différents. En Tunisie, par exemple, voilà, il y a vraiment une grande variété de systèmes fonciers. Que voilà, je suis d'accord avec vous, c'est une valeur, c'est vraiment une variable clé, et en fait, qui est très peu prise en compte parce qu'elle ne peut être prise en compte que par le qualitatif. Mais c'est vrai que quand on travaille sur le terrain, c'est une donnée très importante, mais qui est en fait, après, un rapport avec le politique. Oui, tout à fait. Et qui dépasse très souvent, voilà, sur le terrain, mais c'est clé. Et pour élargir, c'est pas juste qui possède juste la terre, il y a aussi, pour élargir à tout le système alimentaire, c'est les concentrations aussi du privé sur tout le système alimentaire, enfin, à qui appartient tous les systèmes logistiques, enfin, qui concentre l'appareil productif alimentaire. C'est pas juste au niveau de la production, c'est aussi, là, il y a une étude qui est sortie sur Interréseau, j'ai vu ça, sur l'importance du privé dans tout le système alimentaire et son importance grandissante, et du coup, les questions de gouvernance sur les politiques agricoles et alimentaires en général. Donc c'est plus large, mais je suis tout à fait d'accord que là, on a présenté un peu ça sur le même plan, mais c'est difficile à quantifier qu'est-ce qui est sine qua non à quoi, sachant que dans ces systèmes-là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont liées entre elles. Mais ce serait vraiment intéressant de faire une analyse sur... Mais c'est pas parce que... je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ne peut rien faire sans réforme agraire, quoi. Ou rien du tout. Oui, pardon. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment passionnant. Moi, je pense que je fais partie des vraiment très nuls sur le sujet, mais alors là, ça m'a éclairé de manière vraiment forte des choses, une compréhension, même si je me doute de cette imbrication des différents systèmes. Et là, c'est dit de manière tellement claire. Je m'interrogeais juste dans la conclusion, plus intégrée. Qu'est-ce que c'est que les valeurs, des exemples pour que j'imagine plus. Où est-ce que, à la toute fin, la dernière remarque, c'était que dans les scénarios divers et dans la façon de penser les transformations, les changements, par exemple, un des angles morts, c'était cette question des valeurs. Et je me demandais dans quel sens. L'agroécologie insiste beaucoup sur la question de la culture, l'importance de la culture. Que ce soit au niveau des régimes alimentaires, mais aussi plus anthropologique, quoi, du rapport aux humains, du rapport aux vivants, etc. Je voyais ça, il y a les questions d'équité qui sont quand même dans les principes hyper importants, et voilà, sur le partage, plein de choses comme ça, où pour moi c'est plus lié vraiment à comment réencastrer ces activités qu'on voit comme économiques, mais dans le rapport au monde, très localisé, territorialisé. D'accord. Dans le vivre ensemble. Et pas seulement dans le pratique. Voilà, parce qu'il y a beaucoup une vision de l'agroécologie qui est sur les pratiques agricoles, qui ne tient pas compte des valeurs. Il y a une question. Je pense qu'en ligne, on a une question sur le missing middle. Autrement dit, vous l'avez évoqué au moins. On t'entend en ligne. Oui, voilà, on peut peut-être lui donner la parole. Voilà. Il y a Alain, mais il y a quelqu'un d'autre. C'était Aurélie. Voilà, d'accord, c'est Aurélie qui est peut-être voilà. La frangine. On n'entend rien, Micro. Ça, je me dis. Bonjour à tous. Oui, c'était pas vraiment une question. En fait, effectivement, Fatma, je crois, bonjour à tous, et il a répondu en partie. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment très, très intéressant, cette synthèse des études prospectives. Moi, je travaille à l'IRAM,
voilà, en partie. Et ce que je voulais simplement, et je travaille aussi, enfin, de façon bénévole, je suis aussi au conseil d'administration de Max Havelaar, qui est donc un label de commerce équitable. Et en fait, du coup, ce que vous disiez sur le rôle des acteurs privés me faisait réagir parce qu'effectivement, c'est des choses, nous, auxquelles on est beaucoup confrontés. C'est qu'effectivement, je pense que le middle dans vos études, c'est effectivement en partie des fonctions de transformation, distribution, etc., qui sont prises en charge par des entreprises, en fait, privées, du coup, donc qui sont moins effectivement mobilisées dans ces exercices de recherche ou de prospective, déjà, et effectivement, qui sont dans des optiques qui ne sont pas les mêmes qu'une politique publique, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est une des grandes médiations, à mon avis, à travailler pour avoir une transformation des systèmes alimentaires. Et ce n'est pas la plus simple, mais c'est vrai que souvent, du coup, on a tendance à modifier, travailler, réfléchir avec les acteurs de notre sphère. Et c'est vrai que le secteur privé va y venir, mais est-ce que ça sera par les normes, par l'obligation ou par d'autres incitations? Ce n'est pas encore très clair, quoi. Voilà, je voulais juste dire ça. C'est Alain. Alain, peut-être, si tu veux prendre. Ouais, dans la continuité, merci pour. Alors, j'ai pas pu assister à tout, je suis arrivé un peu en retard, donc peut-être je serai à côté de la plaque, je m'en excuse. Mais je suis particulièrement intéressé par la démarche et puis par un des points faibles que vous avez situés ou des points absents que vous avez cités à la fin, qui concerne l'identification des gagnants et des perdants. Donc, en fait, les acteurs. Et en fait, je suis frappé par une dissymétrie dans l'approche. C'est à la fois la très forte présence des acteurs dans la démarche, puisque la démarche est participative et on s'adresse aux parties prenantes, même si, comme il vient d'être dit, il y a des parties prenantes décisives qui sont peut-être absents de la table des discussions et de la participation. Mais d'un autre côté, dans les systèmes et les modèles variés que vous avez présentés, je ne les vois pas, les acteurs. On a des éléments, mais peut-être ils ont été présentés au départ, mais je ne les vois pas. Or, un des enseignements des sciences sociales sur le changement social, notamment au Sud, c'est de dire que, alors j'allais dire moins que l'imaginaire, alors que moi je ne le pense pas, hein, j'adore les travaux de Castoriadis, donc je pense que quand on essaie de travailler sur l'imaginaire avec les acteurs, on touche le changement. Mais en même temps, les coalitions d'acteurs qui portent ces changements ou les blocs sont extrêmement importantes à identifier et font partie des systèmes que vous analysez. Donc, est-ce que la dissymétrie dont je parle, elle existe, ou est-ce que j'ai raté une étape et en fait, les acteurs sont bien présents dans l'analyse des systèmes agroécologiques? Les acteurs sont présents à deux moments. Ils sont présents dans l'approche participative. Et ce qu'on a vu dans nos exercices de prospective, c'est que souvent les exercices se disent participatifs, mais font essentiellement intervenir des experts et des chercheurs. Donc c'est une participation que j'appellerais extrêmement limitée. Que la participation des agriculteurs, des décideurs politiques, de représentants d'ONG, etc., elle se fait dans les exercices de prospective qui sont très locaux, à l'échelle territoriale, un peu plus à l'échelle nationale, mais voilà. Donc là, en fait, on a une analyse du jeu d'acteurs lorsque les acteurs sont présents, participent. Il y a beaucoup d'exercices de prospective qui malheureusement ne font pas cette analyse du jeu d'acteurs parce qu'elle est difficile à faire, qu'elle se fait sur elle peut se faire sur des échelles territoriales, à la rigueur sur l'échelle nationale, mais à l'échelle mondiale, elle n'est pas facile à faire. Ou alors parce qu'il y a, c'est vrai, il y a d'abord ce qui se passe dans le privé. Il y a peu de gens qui arrivent à comprendre. Peu de gens du monde de la recherche qui font ces exercices de prospective qui arrivent à comprendre ce qui se passe dans le privé. Par exemple, en ce moment, il y a des changements extrêmement importants qui se passent entre les grands acteurs du commerce, les grands acteurs du transport et de la transformation. Et en fait, si on n'est pas dans les entreprises, on a beaucoup de mal. Et si on ne suit pas de très près toute une littérature qui est une littérature
pas du tout académique, mais qui est vraiment une littérature des journaux de business. Hein. On n'est absolument pas au courant de ce qui se passe. Donc, je suis d'accord avec vous, l'analyse du jeu des acteurs, elle manque complètement dans la plupart des exercices de prospective. Et encore, on la trouvera un peu dans les exercices narratifs, et évidemment, pas du tout dans tout ce qui est modélisation. Et ça, c'est vraiment c'est une grande faiblesse de ces exercices. Aussi, bon, ça dépend, ces études à quoi elles répondent comme question, hein, parce que nous, on les a un peu extraites de leur contexte de recherche. Et c'est vrai que bon, pour les modèles, oui, il n'y aura pas forcément d'acteurs, mais c'est pas inutile non plus d'avoir des ordres de grandeur de ce qui peut se passer avec, sur les rendements, par exemple, ou sur l'usage des terres. Ça peut alimenter la discussion sans être exhaustif, quoi. Mais oui, je suis complètement d'accord sur le fait que parfois, quand on analyse aussi cette approche par système, on a l'impression que voilà, c'est des variables, un peu, ok, il y a des facteurs, mais derrière, ok, mais en fait, qui prend ces décisions et qui agit? Et donc là, je suis d'accord que ça manque, et donc ça ne répond pas à la question de qui gagne et qui perd, en fait, alors que ça pourrait. Allez, Denis. Denis, ouais. Ouais. Juste, je voulais ajouter un élément dans la conclusion potentielle, notamment pour les pays ou les régions où la pyramide des âges montre qu'il y a une population agricole plutôt vieillissante, on va dire, donc plutôt en Europe, on va dire, mais ça peut arriver dans d'autres régions aussi. C'est qu'en fait, il y a quelque part une fenêtre d'opportunité importante dans les 10-15 années à venir. C'est-à-dire, c'est vraiment des changements qui vont pouvoir se faire ou pas, mais à assez court terme, quoi. Parce qu'après, les transmissions des exploitations seront faites et on repartira sur un cycle long, quoi. Autrement dit, mon hypothèse, c'est que les changements en profondeur sont plus faciles à faire au moment d'une transmission d'exploitation que pour une exploitation qui est en cours de développement, qui a fait des investissements, où on sait que les transformations sont plus lentes et plus complexes à faire, quoi, hein. Pour vous donner une illustration, en Occitanie, là où on travaille, il y a pratiquement 50% des exploitations qui vont être transmises dans les 15 ans à venir, quoi. Donc la moitié pratiquement des exploitations vont changer d'exploitant, ou pas forcément de propriétaire d'ailleurs, hein, mais donc là on parle de prospective avec des horizons temporels souvent assez longs, hein, et on insiste en disant qu'il faut que ce soit assez long. Mais en fait, il y a des temporalités beaucoup plus courtes, parfois liées à la pyramide des âges, quoi, hein. Donc, je pense que la dimension démographique dans certaines régions est super importante, quoi. Merci, Denis. Il y a Marc qui a une question dans le même prolongement. Donc, même si vous avez des réactions à ce qu'il vient de dire, peut-être que c'est bien que Marc pose sa question. Oui, effectivement, je ne suis pas du tout spécialiste de cette thématique, mais effectivement, j'avais une question qui traduisait aussi des préoccupations de démographes. Effectivement, je me demandais dans tous ces exercices de prospective, est-ce que les variables démographiques avaient une place, et si oui, laquelle? Parce qu'effectivement, ça ne transparaissait pas. Parce que ce soit effectivement en termes de taille aux différentes échelles nationale, taille de la population, mais aussi dynamique démographique, croissance ou pas, répartition de la population, densité de la population, à un niveau aussi au niveau des exploitations, comme l'avait évoqué Denis Pêche par rapport à la structure par âge, mais aussi la taille, la taille des exploitations, etc. Donc, est-ce que tous ces modèles, tous ces exercices de prospective que vous avez synthétisés sont pensés indépendamment des situations et des dynamiques démographiques ou pas? Parce qu'effectivement, ça ne transparaît pas, quoi. Non, ça fait partie, alors on ne l'a pas bien montré, mais dans les variables du système alimentaire, il y a la population. Alors, elle est plus en termes, on regarde plus en termes d'évolution globale, hein, du nombre de gens, qu'après, en termes de répartition par catégorie professionnelle.
C'est une Parce que approche. comme une le approche- disait Denis, effectivement, il y a parce que souvent on s'arrête à la taille, mais la pyramide des âges, la structure par âge est fondamentale. En fait, on peut le faire à des échelles. Ça dépend de l'échelle, ouais. Ouais. Mais moi, là, je ne l'ai pas vu dans ce qu'on a. Bah, par exemple, dans l'agrément de terrain, on a pris en compte l'évolution de la population entre 2010 et 2050. Mais par exemple, on a voulu prendre en compte, on s'est posé la question de prendre en compte les migrations. Et en fait, finalement, ça ne faisait pas des différences. À l'échelle mondiale, ça ne faisait pas des différences si importantes que ça. Et on s'était également posé la question de la répartition en termes d'âge et l'impact. On s'était posé la question de savoir, est-ce que c'est plus la population vieillit, les gens mangeront moins de viande et donc la demande en viande, en protéines animales va diminuer. Et en fait, les quantités sur lesquelles ça joue étaient minimes. Donc finalement, on ne l'a pas prise parce que ça jouait sur 1 à 2%. En fait, le vieillissement de la population n'avait pas un impact extrêmement fort sur la demande en protéines animales. Donc voilà, ça ne servait à rien de le prendre en compte, ça compliquait les choses. Voilà. Donc après, voilà, c'est vraiment des questions d'échelle, en fait, de l'échelle géographique. On peut prendre en compte si on la démographie et les détails, si on est sur des échelles géographiques réduites. Et à l'échelle territoriale, justement, un des effets qu'il y avait eu sur la question démographique et de l'urbanisation aussi, c'est il y avait des scénarios où il y avait de l'agroécologie, mais en fait, ce qui drivait, c'était vraiment cette question de l'urbanisation. Et donc, on avait des scénarios où donc il y a eu des modélisations à partir de ces scénarios, où en fait l'usage de l'eau était très important, même si on avait cette question même si on avait des pratiques agroécologiques, parce qu'en fait, la nappe était surexploitée. Donc, ouais, l'aspect démographique, c'est souvent une variable externe du coup, mais qui importe beaucoup. Ouais. Démographique et genré. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes. Et j'avais une question. Pour revenir au début, vous disiez que vous étiez appuyé aussi sur des travaux qui ont été faits par un de vos collègues au CIRAD sur l'Inde, sur la région, qui a justement essayé de... En allant chercher un peu des informations sur le séminaire, je suis allée sur beaucoup de choses, et notamment sur ce travail. Et je ne sais pas si vous avez le temps de nous en parler un peu plus, que c'est des politiques publiques qui essayent justement de jouer sur ces scénarios de changement, si j'ai bien compris, pour aller en faveur d'une transformation des systèmes alimentaires par l'agroécologie. Oui. Alors effectivement, le cas de l'Andhra Pradesh, qui fait partie de ce projet, et qui est un des 16 cas qu'on a étudiés. Effectivement, alors, le travail qu'ils font, eux, c'est vraiment les deux scénarios, le scénario agro-industriel et le scénario transformation par l'agroécologie. Alors, il y a deux spécificités. Il y a vraiment une spécificité de prise en compte d'un travail très participatif avec implication forte des politiques, parce que c'est soutenu par le gouvernement de l'Andhra Pradesh et en particulier son ministre de l'Agriculture. Donc voilà, il y a une implication politique forte et il y a des groupes avec une implication forte des agriculteurs. Ça, c'est vraiment une spécificité. L'autre spécificité, c'est le modèle qu'il utilise, dans lequel, en fait, il a un modèle d'équilibre général et qui regarde beaucoup l'emploi. Question qui est quasiment pas regardée par les autres exercices de prospective. Et qui donc est essayé. C'est de la prospective, mais en action. Alors, c'est parce qu'il y a les fameux triangles. Alors oui, c'est de la c'est de la prospective en action, complètement. Voilà, en travaillant, ils font deux scénarios à 2050 et en même temps de prise de décision pour transformer. Parce qu'au-delà de l'exercice de prospective, il y a aussi des politiques très fortes qui sont mises en œuvre dans la région pour le développement de l'agroécologie. Voilà, il y a vraiment une combinaison de facteurs positifs dans cette région-là. Et comment ça s'articule avec
l'antériorité de la Révolution verte, parce que la Révolution verte, c'était quand même un peu l'inverse, je dirais, de l'agroécologie. Donc là, enfin, l'Inde, peut-être pas tous les États de l'Inde, etc., mais avait quand même acquis une autosuffisance alimentaire, voire une capacité exportatrice en céréales sur la base de la Révolution verte, avec beaucoup d'effets pervers en termes écologiques et sociaux. Et du coup, est-ce qu'il y a un virage à 180 degrés dans... C'est-à-dire qu'ils se rendent compte aujourd'hui, en particulier dans le Bangladesh, des impacts négatifs de la forte utilisation des intrants sur les sols et sur la santé humaine. Et donc, il y a un revirement et une tentative de développement de l'agroécologie pour ces raisons-là. Et donc aussi, des agriculteurs qui sont assez sensibles à cette question, parce qu'ils se rendent compte de la différence qu'il y a pour leur santé, la santé des sols, sur l'utilisation forte d'intrants et l'utilisation réduite d'intrants, et avec des c'est vraiment poussé par... politiquement, c'est vraiment poussé. Et ce qu'ils regardent, c'est par là, ils sont aussi en train de faire des études sur les différences de rendement, parce que c'est quand même important. Et eux, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils ont des rendements très très importants avec les techniques qu'ils utilisent. Donc... Mais est-ce que là, oui, je ne veux pas me... Tu veux dire des rendements plus importants avec l'agroécologie. Enfin, ils appellent ça natural farming. Moi, j'ai peut-être une question un peu en rapport avec ça, justement. Quand est-ce qu'on décide, quand est-ce qu'on lance des projets d'agroécologie? Est-ce qu'il y a des différentes raisons qu'on retrouve au démarrage des projets d'agroécologie? Qu'est-ce qui les motive? Est-ce que c'est la baisse de la productivité? Est-ce que ça va être les effets? Alors, bon, il y a une partie des réponses qui ont déjà été données. Les effets négatifs de l'agriculture productiviste, est-ce que ça peut être pour diversifier? Parce que bon, nous, on travaille sur le secteur minier. Et bon, dans certaines régions, quand la mine ferme ou quand il y a de moins en moins d'exploitation minière, il y a des revenus en moins. Donc, on cherche des voies de diversification. Et donc, une des voies de diversification, c'est diversifier vers, par exemple, du maraîchage, ou des projets d'agroécologie. Alors, est-ce qu'on arrive à identifier des critères, des raisons pour la constitution de ces projets agroécologiques d'une manière générale? Alors, notre travail n'a pas porté sur cette question. Oui, c'est plus des connaissances. Est-ce que d'une façon... Je pense que les raisons varient énormément d'une région à l'autre. Hein. Il y a des endroits où c'est des choix politiques. L'agroécologie, il faut voir aussi que la façon dont on la voit en France est assez différente de la façon dont ça peut être vu dans d'autres pays. En fait, il y a des gens qui ont encore une vision de l'agroécologie comme quelque chose d'un peu, comment dirais-je, retardataire, qui n'ont pas compris que c'était une science avec des et qu'on retourne pas à l'agriculture d'autrefois. Et ça, là-dessus, il y a tous ceux qui voient pas, qui veulent pas y aller parce qu'ils pensent que c'est une agriculture d'autrefois, et qui continuent à croire que le modèle agro-industriel est positif. Ensuite, il y a les changements parce qu'on se rend compte soit que le modèle agro-industriel arrive à des plafonnements de rendement, que le sol se dégrade, que la biodiversité disparaît, etc. Donc là, il y a des changements. Et puis, il y a aussi, parce qu'on se rend compte que les pratiques traditionnelles ne permettent pas d'augmenter suffisamment les rendements, qu'il faut les améliorer et en même temps qu'il faut éviter de partir dans les voies qui vont dans le mur dans les pays du Nord. Et que donc, si on veut sortir de l'agriculture traditionnelle, qu'on ne veut pas aller vers le modèle agro-industriel, ni vers un modèle finalement, l'agroécologie est une voie. Et si les gens n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter les intrants, par exemple, ça peut être une des raisons pour lesquelles ils veulent aller vers l'agroécologie. Donc, c'est vraiment très, 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 très varié. Mais la vision caricaturale de l'agroécologie que vous évoquez, c'est une spécificité française. Non.
Enfin, je veux dire, il y a une je veux dire. En France, l'agroécologie, il y a quand même un plan des. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la vision du secteur, la vision de l'agriculture, je dirais, conventionnelle, qui est portée par l'agriculture conventionnelle, est-ce que ce n'est pas une spécificité franco-française? Ah non. Ah non. Par rapport au reste de l'Europe, je ne parle pas des pays du Sud. Parce que, est-ce que vous opposez la vision qu'on en a dans les pays du Nord par rapport à la vision qu'on peut en avoir dans certains pays du Sud, comme ceux sur lesquels vous avez travaillé, ou est-ce que vous évoquez juste la France? Non, je pense qu'en France, il y a quand même une vision relativement positive de l'agroécologie. Par rapport, par exemple, aux États-Unis. D'accord. Par rapport à certains pays. Je comparais avec le reste de l'Europe. Oui. Je crois qu'en Allemagne, c'est à peu près la même chose qu'en France. Alors, en Allemagne, on parle beaucoup d'agriculture biologique. Ouais. La même chose. Qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que c'est l'agriculture biologique industrialisée. Plus industrialisée. Et non industrialisée, pas seulement. Mais à ma connaissance, mais voilà, je ne sais pas. Je veux pas trop me lancer dans la réponse. Mes connaissances sont trop limitées. Ce à quoi je faisais allusion, qui fait, je pense, partie de la liste des facteurs que vous aviez évoqués, je dirais, c'est la dimension de normes sociales et de normes culturelles, qui est très présente en France sur le productif, peut-être plus présente en France qu'ailleurs. C'est ça que je voulais soulever. Et est-ce que c'est aussi sur la relation au progrès et la vision du progrès dans chaque pays? Par exemple, le rôle central du salon de l'agriculture, l'obligation pour les présidents d'y aller, enfin, c'est quand même quelque chose de... Bon, c'est quand même la France qui capte la plus grande partie des crédits de la PAC, si je ne me trompe pas. Donc, c'est toujours le cas. Oui, une bonne partie. Même si ça diminue. Parce qu'il y a les pays de l'Est aussi qui en captent une Comment partie maintenant. Et les pays de l'Est qui en captent une bonne partie. Oui, non, je voulais parler de l'Europe de l'Ouest. Disons, un aspect de normes sociales et culturelles assez spécifiques. On n'entend pas. Des arguments pour le Brexit, ce que tu viens de signaler. Ah oui. Que le Royaume-Uni que en avant, on capte moins parce que les pays de l'Est en prennent plus, notamment la Hongrie. Il y a toujours sur ce thème, je ne sais pas si vous avez dit, le commentaire. Il y a Denis qui demande à parler. Oui, j'ai vu, mais juste parce que là, c'est sur le même thème. Donc, Denis qui fait juste une remarque pour dire qu'il y a aussi les partisans d'une agroécologie high-tech, où il y a les drones et la génétique qui permettent de réduire les... il peut le dire lui-même d'ailleurs, mais après, on peut passer la parole à... Oui, il y a Denis et Aurélie. Juste pour compléter, il y a aussi un travail récent qu'a fait IPES Food et qui a regardé au niveau international l'usage de la notion d'agroécologie dans les arènes internationales et qui a montré, en regardant à la fois au niveau de IPCC, enfin du GIEC, au niveau de la biodiversité et au niveau du forum sur le food system, l'agroécologie est beaucoup moins utilisée depuis 2 ans au profit de 2 autres notions, à savoir l'agriculture régénératrice, qui est beaucoup poussée par les Américains, et les solutions basées sur la nature, qui est une terminologie beaucoup plus vaste, finalement. Et l'analyse d'IPES Food, je trouve intéressante. Elle fait l'hypothèse que si l'agroécologie est mise de côté par rapport à ces 2 autres notions, c'est aussi parce que l'agroécologie est perçue comme trop politisée comme notion, justement. C'est-à-dire la FAO et la HLPE, en incitant sur cette question des valeurs, il y a eu une réaction quelque part. Et notamment qui se traduit très concrètement au niveau pratique dans l'analyse des discours dans ces grandes arènes internationales où l'agroécologie est très peu utilisée et on met en avant plutôt des notions qui sont moins engageantes sur le plan des valeurs. L'agriculture régénératrice, en gros, c'est les sols, on va régénérer les sols et tout va bien se passer. Et puis les solutions basées sur la nature, vous voyez, c'est tellement large que ça ne mange pas de pain, Je vois pas trop. Pardon ? Basé sur la nature. Oui, ça c'est dépolitisé au moins. C'est des interactions. Tu fais la même chose, mais avec un autre langage. C'est des associations de culture, c'est tout ça. Oui. On reste vraiment dans les pratiques agricoles, on ne remonte pas. Oui. Bon. Donc, si c'est bon là-dessus, il y a Aurélie qui voulait intervenir. Oui, merci beaucoup.
Juste pour terminer là-dessus, ce que de dire Denis Pêche, effectivement, au niveau par exemple, du système Fairtrade international, c'est très très net, c'est-à-dire que c'est un système qui est plutôt anglo-saxon, et le terme d'agroécologie, il est vraiment inaudible, quoi, en fait, par une grande partie des membres du réseau Fairtrade au niveau international, avec des termes qui sont beaucoup plus, effectivement, agriculture durable ou climate smart agriculture, effectivement. Et donc, je pense que l'aspect politique de l'agroécologie est vraiment une de ses spécificités. Ça c'est vrai. Alors, ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était sur l'exercice de prospective. En fait, je voulais savoir, et ça rejoignait une autre intervention tout à l'heure sur peut-être la coexistence des modèles, en fait. Est-ce qu'il y a eu des scénarios, parce que bon, il y a souvent eu des exercices à 2 scénarios, si j'ai bien compris, et puis il y en a eu certains qui quand même variaient les scénarios de prospective, et du coup, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu un travail ou est-ce que ça a montré une possibilité de coexistence justement au niveau d'un territoire ou peut-être d'un pays de modèles, donc assez capitalistiques ou de la révolution verte, avec une agroécologie qui soit quand même systémique et pas uniquement de niche, quoi, qui arrive à coexister, ou est-ce qu'il y a un enjeu dans cette possibilité de coexistence de 2 modèles sur un échelon d'un territoire pas trop vaste, quoi, pas au système mondial, j'entends. Alors, effectivement, c'est une des questions là qu'aujourd'hui on se pose beaucoup, c'est que est-ce qu'il faut aller vers des scénarios complets de transition ou est-ce qu'il faut aller vers une coexistence de systèmes? Après, ça c'est vraiment des questions qu'on a eues entre nous. Beaucoup de débats là-dessus. Parce que c'était voilà, pour la conclusion. Hein. Oui, et c'est étudié. Mais la question, c'est vrai que c'est une question effectivement compliquée, mais est-ce que c'est étudié dans ces scénarios prospectifs du coup? Les tensions générées. Non, parce que les prospectives, elles essayent de faire, elles ne veulent pas prédire l'avenir, elles essayent de montrer des avenirs possibles. Et donc, pour montrer des avenirs possibles, il faut arriver à faire des avenirs qui soient relativement contrastés. Mais après, dans l'agrément de l'ERA, par exemple, on a regardé ce qui se passait en Afrique et on voit bien que la coexistence, elle est dans les faits. Elle est dans les faits, mais qu'elle reste relativement souvent, au lieu d'être dans une coexistence pacifique, on est souvent dans une coexistence en tension. En tension, voilà. Ah oui, c'est sûr. Elle existe et l'idée, voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut passer d'une coexistence en tension à une coexistence qui soit plus pacifique et constructive. Ouais. Et ça, c'est voilà, un vrai débat. Et pour revenir à la remarque précédente, ce qui est intéressant par rapport à la FAO, c'est que quand le projet a été lancé au début de l'année dernière, on nous a dit il ne faut pas mettre le terme agroécologie dans le titre du projet parce qu'en ce moment, l'agroécologie ne veut pas entendre parler, la FAO ne veut pas entendre parler d'agroécologie. Alors, on a supprimé agroécologie. Et puis, 6 mois après, on a eu le droit de remettre agroécologie dans le titre du projet. Donc, c'était vraiment… Mais ça évolue, c'est vrai, ça évolue. Ça évolue beaucoup. Voilà. Mais ouais, non, c'est plutôt des avenirs contrastés. Il y a très peu souvent, en fait, comme c'est pris comme des pratiques agricoles, ça va être un état du futur possible, même au niveau territorial, ça va être un état du futur possible de la variable système de culture, quoi. On va, donc pour l'instant, non, on n'a pas vu, mais c'est vrai que ça serait vraiment intéressant. Mais il faudrait que la question de recherche derrière, ou en tout cas de la question prospective derrière, ce serait quelles sont les modalités de coexistence, ou voilà, faut que ce soit inséré vraiment dans une question qui traite de ça. Oui. J'étais intrigué par quelque chose que vous avez dit, que le terme de territoire se traduisait essentiellement ou le terme de landscape était beaucoup plus utilisé par les anglo-saxons. Je voulais savoir de quels anglo-saxons est-ce qu'on parle. Et il me semblait que landscape, c'est plutôt paysage. Ouais. C'est ça, je n'ai pas très bien… En fait, j'ai l'impression,
c'est une discussion que j'ai eue avec une collègue géographe du CIRAD, où elle, ce qu'elle me disait sur ce qu'elle regardait, elle regardait surtout sur les questions de zones de conservation, enfin sur les questions de conservation. Il parlait beaucoup plus d'approche, il ne parlait pas d'approche territoriale, mais vraiment d'approche landscape. Et même sur les questions de patchwork au niveau territorial des différents types de cultures possibles, on parlait beaucoup de landscape. Il y a une question, mais ça, vraiment, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des spécialistes sur ça, mais que la notion de territoire, c'est plutôt une notion francophone et que la traduction anglaise, elle est un peu controversée. Mais je me trompe peut-être. Non, non je suis géographe aussi. Et même dans la littérature. Et un peu britannique. Je suis anglo-saxon. Et donc, c'est pas le cas. Non, c'est ce qui ne fait pas de moi un spécialiste de ce terme. Hein. C'était une question. C'était un débat qu'on avait la même eu. question que toi, donc ça m'a merci d'avoir posé. Territories. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus utilisé en français. Le terme de territoire, ça a un sens, y compris dans le discours politique. J'ai jamais vraiment entendu le terme de territoire utilisé en anglais dans un discours politique ou dans un discours d'aménagement. Mais je l'ai utilisé en géographie de la santé, qui est mon domaine. Donc, et les personnes qui travaillent sur les socio-écosystèmes utilisent aussi plutôt landscape en anglais que vraiment territoire. D'accord, ça c'est intéressant parce que pour moi c'est pas la même notion. Pour moi non plus. C'est ça. Pour moi non plus. Mais peut-être qu'il faut qu'on trouve un terme équivalent. Et moi, j'ai souvenir d'un séminaire du GEMDEV où la question du mot territoire a été discutée avec des sociologues, des géographes, des politistes et des juristes, et c'était pas du tout la même chose. Alors, ça fait partie des termes piégeux qu'on discute de la L1 jusqu'à... Espace, territoire. Espace, territoire, zone, région... Développement. Non, mais c'est comme développement. Tu peux faire des colloques entiers sur les territoires depuis des années. À propos, il y a Alain qui veut poser une question. Encore? Je ne sais pas d'où vient le encore, mais je le trouve super sympa. Sachant que je lève patiemment ma main. Donc, du coup, je suis un peu à rebours, mais je trouve qu'il y a un lien. D'abord, c'est pour qu'on soit bien au clair quand on fait un peu d'ironie sur la critique anglo-saxonne avec cette vision un peu monolithique de la pensée anglo-saxonne et l'accusation de pensée politique ou d'opinion politique plutôt que de pensée et de connaissances scientifiques qui seraient à l'origine de la proposition de l'agroécologie, on est sous la forme de l'ironie et de la critique. Enfin, il n'y a pas d'un côté, on est bien d'accord, une pensée politique et de l'autre côté, une pensée apolitique. Enfin, on est vraiment là dans ce qui a été décrit sur ce qui arrive sur toutes les politiques publiques. Moi, je ne travaille pas sur l'agroécologie ou le développement agricole, mais sur les politiques de protection sociale. C'est le même débat, avec d'un côté une vision qui serait apolitique, donc la machine antipolitique de Ferguson, et qui serait révélée par les évidences empiriques. Là, en l'occurrence, la conception sans doute un peu simpliste de la nature, mais on est bien dans une bataille politique. Et en fait, ce que je voulais faire, au-delà du fait de s'assurer qu'on était d'accord, c'est qu'il y a un lien très fort avec la discussion qu'on avait tout à l'heure avec les jeux d'acteurs. En fait, tant qu'on n'intègre pas dans une démarche qui est politique, au sens de la transformation de la carte des intérêts, et c'est le sens même de la science participative, c'est une démarche politique qu'il faut assumer comme telle, tant qu'on n'intègre pas les jeux d'acteurs, et qui porte quoi, qui dit quoi, qui voit les choses de telle façon en fonction de tel ou tel intérêt ou telle situation dans un réseau, on a affaire à ce type d'accusation. Donc, je pense qu'un des travaux, par exemple, à faire d'un point de vue scientifique, ce serait alors je suppose qu'il existe, mais de bien mettre en avant la dimension très politique des propositions soi-disant non politiques qui dominent aujourd'hui le champ et qui s'attaquent à la soi-disant vision trop politisée, relevant de l'opinion, en fait. C'est ça qu'il y a derrière, et pas de la science, qui serait celle des différentes approches agroécologiques. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire à cette suite? Non. Mais j'ai peut-être une dernière petite question, si vous voulez bien.
C'est au sujet de l'effet rebond. En fait, c'est un terme qui est très souvent utilisé pour tout ce qui est transition écologique d'une manière générale, hein, que ce soit transition numérique ou autre. Et j'aimerais bien savoir ce que vous entendez, ou des exemples, ou ce que vous entendez par effet rebond dans ce cadre-là, dans le cadre de l'agroécologie. Il y a eu un article qui est sorti justement sur tous ces types d'effets, des effets de fuite, des effets rebond. Pareil, on avait eu cette discussion avec la même collègue. Là, j'ai pas en tête quelque chose de précis, mais c'était un peu le type d'effet que j'ai décrit avec l'action du pays. Du fait que c'est pas de l'effet rebond, on est d'accord? Ouais. C'est pas de l'effet rebond, c'est plus des effets de rétroaction à des échelles différentes. Mais c'est pas de l'effet rebond au sens économique. D'accord, mais s'il y a un article sur l'effet rebond, là, ça marche. Ok. Est-ce qu'on a épuisé toutes les questions? Peut-être pas, mais enfin, disons au moins dans le cadre de ce premier séminaire sur le thème. Il me reste à remercier tous les participants et surtout les présentatrices. Pardon? On a remarqué qu'on n'a pas eu de coupure. Non, finalement, Zoom a mieux fonctionné. Ouais, Zoom a mieux fonctionné que Abaya ou je sais pas comment ça s'appelle. Abaya. Voilà. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui étaient en ligne. Salut Michel. Salut Michel. Salut Aurélie. Salut Anna. Merci beaucoup. Ok. Bonne soirée à tout le monde. Ouais. Et à bientôt. Bon week-end. Bientôt, bye bye. À bientôt. À bientôt. Michel, je le rappelle. Raphaël, tu as la même voix que ta sœur, ou ta sœur a la même Oui, voix. j'ai dit